Bienvenue sur la boussole post-bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place aux invités du jour. Salut. Ben moi c'est Fanny, on va nous reconnaître à la voix je pense. Et toi? Et moi c'est Chloé. Donc, je vous laisse présenter rapidement votre parcours et ensuite je vous laisse un peu développer. Du coup oui, moi je m'appelle Chloé, je suis en 3e année de sage-femme. La formation, ça se passe en 5 ans. Donc la première année c'est une année de PASS ou de LAS. Donc la PASS, comme vous avez peut-être entendu parler... C'est la première année de médecine, enfin la première année commune aux études de santé, avec des mineurs. Et la LAS, c'est une licence option santé. Donc voilà, il y a vraiment 2 accès à la 2e année de maïeutique. Et après, la formation se dirige en 4 années de parcours. Voilà. Et moi, moi c'est Fanny. Et moi c'est un tout petit peu différent parce que je suis en 4e année là actuellement. J'ai commencé par une PASSES. Donc c'était l'ancêtre de la PASS-LAS. Et puis donc je suis passée avec ça et je suis rentrée en école après. Et donc parcours classique aussi, c'est le même en 4 années. J'en profite pour faire un peu de pub sur l'épisode sur les médecines qui en fait va détailler ses premières années de médecine. Rendez-vous dans l'épisode 13 pour ceux qui veulent en savoir plus. Je vous laisse maintenant peut-être rentrer un peu plus dans le détail de vos formations. Comment est-ce que vous avez vécu du coup déjà l'entrée jusqu'à maintenant en fait? Et alors déjà l'entrée, il faut dire que elle est assez sélective parce qu'on passe par la première année, donc on arrive souvent avec, on rentre souvent à l'école dans une ambiance de gens qui ont appris à travailler d'arrache-pied pendant 2 ans. Mais l'entrée finalement dans les études, moi pour le coup je l'ai super bien vécue, elle est vraiment cool parce que on arrive enfin dans la vie étudiante et on peut en profiter et on rencontre plein de monde. Donc c'est l'avantage, je trouve. On arrive dans une ambiance assez relaxe au début, même si ça reste quand même des études qui sont denses, il y a du travail, les gens sont un peu stressés par les échéances, par ce qu'on nous demande. Après, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est des études qui sont super agréables, dans lesquelles on apprend plein de choses et voilà. Ouais. En plus, c'est quand même une formation où, en tout cas à Rennes, on est des petites promos. On est à peu près 25 par promo, donc c'est vraiment une ambiance de classe. On est souvent dans des classes, les profs, c'est assez accessible de leur poser des questions. Franchement, c'est super bienveillant. Tout le monde s'aide entre nous, c'est une super bonne ambiance. Et ce qui est bien dans la formation, c'est qu'on a beaucoup de stages. Et du coup, on peut pratiquer très rapidement. Dès le mois d'octobre, dès la 2e année, on part en stage, on pratique, on fait des soins. Donc c'est ça qui est super bien dans la formation. Par exemple, en 3e année, on n'a que 12 semaines de cours pour 24 semaines de stage. Donc c'est super intéressant, on voit plein de choses et ça fait qu'augmenter en fonction des années. Ouais, et puis plus on avance dans les études, plus on gagne aussi en autonomie sur les terrains de stage. Donc c'est pas que du théorique barbant sur les bancs de l'école à s'ennuyer entre guillemets. Mais donc c'est très professionnel. C'est très professionnalisant. Ouais, exactement. Et ça c'est vraiment chouette parce que du coup on arrive en 2e année, on a des cours théoriques quand même un peu au début avant de se lancer sur le terrain. Et puis on arrive très vite sur le terrain, donc on fait du lien aussi avec ce qu'on apprend en parallèle. Et donc on acquiert de l'autonomie, on rencontre des professionnels très vite et on se rend très vite compte de l'ambiance du travail et si ça nous plaît ou pas, quoi. Ouais. Très bien. Et ça se passe comment après sur les dernières années que vous avez du coup pas encore faites? Et en fait, c'est un peu on garde le même système d'études tout du long. C'est-à-dire qu'on rentre en 2e année, on a une partie de cours théoriques et de stages. Et plus on avance dans les années, plus la part de stage augmente. Donc là, moi, en 4e année, j'ai... En fait, mon année, elle est organisée dans le sens où je fais 1 mois de stage, 2 à 3 semaines de cours, 1 mois de stage, 3 semaines de cours, et ça s'enchaîne comme ça toute l'année, quasiment. Ça varie un petit peu entre les écoles en France, mais globalement, ça reste un peu le même nombre de semaines de stage qui augmente. Et en dernière année, surtout, on va dire que sur les 2 semestres de l'année, le premier semestre, il y a quelques semaines de cours en parallèle des stages, et après, le dernier semestre de formation, c'est quasiment que sur le terrain. C'est que du terrain, quoi. Ouais.
On est un peu sur du, pas du mini-internat comme en médecine, mais globalement, ça s'en rapproche. Et moi, je me posais une question. Est-ce que vous avez des cours de pratique ? Oui. Parce que du coup, vous avez les stages, mais est-ce que vous avez des cours de pratique et comment ça se passe ? Oui, déjà en deuxième année, on commence par les soins infirmiers de base, les prises de sang, les pousses de perf, tout ça. Donc on a des faux bras, en vrai, on a pas mal de matériel quand même. Ouais. Et en fonction des années, ça augmente. Nous, là, cette année, c'était les touchés vaginaux pour voir les dilatations. Voilà, on a des faux cols. Voilà. Ouais, et toi, t'as d'autres TP, du coup, en plus. Plus on avance dans les études, plus ça se spécialise aussi vers notre profession. Parce qu'au début, du coup, c'est des soins infirmiers, donc c'est vraiment très général. Et après, on augmente aussi dans nos compétences. Et ça se tourne beaucoup plus vers de la gynéco et de l'obstétrique. Donc, je sais que moi, en 4e année, j'ai des cours... j'ai des TP où j'apprends à faire des sutures... c'est ou des pauses de stérilet ou ce genre de choses sur les actes vraiment en eux-mêmes. On a aussi en parallèle des TP un peu pratiques, on a des séances de simulation où on est dans des environnements qui simulent du coup des situations professionnelles, où on est sur des mannequins qui ont des diverses fonctionnalités où on peut modifier des aspects comme dans la vraie vie en fait. Et on s'entraîne là-dessus sur des situations qui nous arrivent sur le terrain. Et ça, c'est hyper enrichissant. Donc, vous avez plein de matériel pour tester, pour essayer. On a Caroline, notre super mannequin hyper connue dans l'école. Qui fait un peu peur. Dédicace à Caroline. On a en fait tout le matériel de l'hôpital, on l'a quasiment sur nos pratiques à l'école. Même des trucs tout bêtes. En tout cas, c'est progressif, quoi. Ouais, franchement, c'est bien. En deuxième année, on apprend des choses toutes bêtes, comme mettre des gants stériles. Et après, ça augmente vraiment d'année en année. C'est ça qui est bien. Ouais, complètement. Et on n'en a pas encore parlé, mais il y aura la formation d'une 6e année en maïeutique, normalement à la prochaine rentrée scolaire. Pourquoi une 6e année en maïeutique ? Déjà, pour 3 raisons. Donc, la première raison, c'est que nos études se déroulent en 5 ans. Et elles sont assez denses, elles sont assez chargées. Par rapport aux dentaires, par exemple, où leurs études se déroulent sur 6 ans, on a quand même à peu près 1000 heures de cours et de stages de plus que... Donc l'objectif, ça serait d'étaler en fait cette quantité de cours et de stages sur 6 ans. La deuxième raison, c'est d'élargir en fait nos compétences et nos cours en formation initiale, faire plus de cours en gynéco, par exemple, dans plusieurs domaines assez variés. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le troisième point de cette 6e année, c'est d'intégrer en fait les masters. Parce qu'en tant qu'étudiante sage-femme, on peut faire en parallèle un master en santé publique, en recherche, en criminaux, dans plusieurs domaines. Et par rapport aux étudiants en médecine, par exemple, eux, ils ont des créneaux horaires qui sont dédiés à leur master, où ils ont la possibilité de faire leur master 1 et master 2. Et nous, c'est vrai que c'est pas encore trop d'actualité. C'est très compliqué en fait de suivre notre master en parallèle des études. Donc en gros, ça serait pour aussi faire de la place au master et pouvoir faire son master 1 et master 2 pendant les études et pour que ça soit plus juste. Voilà pour ce point sur la 6e année. Super. Bon, du coup, on va passer maintenant à quelque chose qui est nouveau, les questions Instagram. J'ai 3 questions pour vous. Le but, ça va être de répondre assez rapidement, un peu du tac au tac. Okay. Première question qui nous vient de Manon. C'est quoi la part d'hommes dans la formation ? 2%. 2%. Ouais, 2%, c'est très... Franchement, dans une promo, il y en a un et des fois pas. Dans la tienne, il n'y en a pas et dans la mienne, il y a un garçon. Donc, et ça s'améliore pas avec le temps ? Non, pas tant que ça finalement. Après, on verra comment évolue aussi le système de sélection en première année, mais je pense que c'est un métier qui est encore un peu victime de sa réputation et donc les garçons sont encore un peu réticents à y aller. Pour autant, je trouve que les hommes dans ce métier-là, qui pratiquent en tant que sage-femme, sont vraiment tous géniaux et passionnés par ce qu'ils font. Je trouve que quand ils sont vraiment motivés par ces études, ils sont passionnés et passionnants, quoi. Ils sont très bons sur le terrain. Surtout que les patientes, tu vois, elles le disent à la fin. Elles le disent, franchement, j'avais jamais eu d'homme, mais c'est top. Ouais. Donc, mais effectivement, ça reste mais faible. ils sont quali, quoi. Ouais. Exactement. Et ça serait bien qu'il y en ait plus d'ailleurs, parce que franchement,
C'est carrément du coup, possible s'il y a des mecs qui nous écoutent, écoutent. Ouais, foncez. c'est pour vous, c'est le message. Question maintenant de Émilie. Peut-on changer d'école en cours de formation ? Sous certaines conditions très rares, il me semble. Ouais. Et alors après, je sais pas si c'est une bêtise que je vais te dire, mais il me semble que si on change d'école, il faut que ce soit dans les deux inverse. sens. Ouais. C'est-à-dire que si nous, on veut aller à Brest, par exemple, il faut qu'il y ait une étudiante de Brest qui prenne notre place à Rennes. Ok. Mais Il y a ça des reste formes de quotas à respecter, à vérifier. à vérifier. Ok. À vérifier, et c'est vraiment rare. Enfin, ça se fait pas trop. Non, je pense pas. Ok. Pour finir, question de Julie. Comment savoir si on est faite pour être sage-femme ? Waouh, du tac au tac, là, c'est compliqué de répondre. Alors peut-être un peu plus long. Allez, on vous laisse un peu plus de temps. Allez. Je pense qu'il faut savoir qu'on... Déjà, il faut pas être repoussé par le sang et par la santé en général. Oui, déjà. On a l'une des spécialités qui est voire même la plus confrontée au sang. Donc, il faut être à l'aise avec ça. Aimer beaucoup l'humain. Ouais, carrément. Et le relationnel, parce que c'est une énorme part du métier. Bah oui, franchement. Ouais. Et après, ça, on le sait une fois qu'on rentre à l'école de sage-femme, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vu qu'on est très vite sur le terrain aussi. Tu le sais rapidement. Ouais, complètement. Oui, donc ça, vu que tu vas très vite sur du stage, tu peux très vite savoir si tu peux t'orienter. Et c'est facile de s'orienter ou de trouver notre voie si maintenant on voit que ça nous plaît pas ou pas ? Je sais pas si tu veux parler des passerelles. Non, vas-y, parce que En gros, on peut refaire des passerelles. Donc, il y a changé de parcours, mais en restant dans la santé, il y a des passerelles qui existent entre les études de sage-femme, de médecine, de pharmacie, dentaire, et en IFSI maintenant avec les études d'infirmier. Ouais. Donc, c'est possible. Après, c'est quand même, ça reste très très peu de gens qui sont sélectionnés par an. Donc, faut être motivé et d'ailleurs, il me semble que c'est des oraux surtout sur la motivation. Ouais. Ça se fait, mais c'est très sélectif. Très rare. Ouais, voilà. Faut pas aller en sage-femme en se disant je vais récupérer telle filière en allant en sage-femme pour la passerelle. Parce que c'est tellement sélectif qu'il y a très peu qui passent. Sinon, après, se réorienter dans d'autres études. Faut quand même que ce soit bien réfléchi, quoi, avant. Ouais, complètement. Ouais. Et puis, il faut... Ouais, parce que moi, par exemple, j'ai des copines qui ont tenté la passerelle et qui l'ont... J'en connais qui l'ont eu et j'en connais qui l'ont pas eu, mais ça reste des cas isolés. Je sais qu'en sage-femme, par an, il doit y avoir peut-être 2 personnes à pouvoir retourner sur médecine ou dentaire, donc c'est peu sur toute l'école, sur plus de 120 élèves, je pense. Ça marche. Du coup, merci pour ces réponses, pour ce tout nouveau concept des questions Insta. On passe maintenant à la partie conseils. Quels seraient, alors chacune de vous va en donner 1 ou 2, quels seraient vos conseils pour bien réussir votre formation? Moi, je dirais, même si c'est pas le plus fun, mais bien apprendre ses cours et être quand même assez assidu, parce qu'il y a quand même énormément de connaissances à avoir sur les termes médicaux, sur plein de choses, les protocoles, tout ça. Donc, il faut quand même être assidu et bien connaître ses cours pour aller en stage. Même les sages-femmes, elles apprécient quand tu connais bien ce que tu fais et tu sais pourquoi tu le fais. Et les conseils, sinon, c'est... moi, je dirais d'être à l'écoute des patientes en stage. Tu vois, tout ce qui est écoute... Ouais, dans le relationnel. Ouais. Oui, effectivement. Moi, j'aurais dit la même chose, l'assiduité. L'assiduité et garder le goût pour ce qu'on fait jusqu'au bout. Toujours se poser la question de savoir si on fait les choses parce qu'on aime les faire. Alors après, comme dans tout métier, il y a des choses qu'on n'aime pas, ce qui est normal, il n'y a pas que du plaisir tout le temps. Et aussi, je pense, l'un des conseils principaux, il faut aussi pas aller dans ces études en pensant que c'est des études qui sont toutes roses, un peu le monde des bisounours, parce que c'est finalement pas le cas. C'est un peu là on plombe un peu l'ambiance, mais il y a des situations dures, il faut aussi se préparer au fait qu'on vit des choses, ça reste de l'humain et ouais, c'est ça, on est confronté à des choses, à la mort en fait, tout simplement. Donc ça peut être compliqué, il faut garder ça aussi en tête, pas s'imaginer des choses trop roses, même si tant qu'on n'a pas vu le terrain, on le voit pas, et profiter toujours, parce que l'avantage qu'on a aussi, c'est que on est dans le relationnel, donc on a du contact avec les gens, donc on est tout le temps en train d'apprendre, que ce soit dans notre métier ou dans notre relationnel de tous les jours, dans l'humain. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que quand on se dit on est en sage-femme,
Les autres pensent que c'est que tout va bien, tout est beau, on donne la vie, tout ça. Mais au final, on voit pas forcément le versant plus triste. Enfin, on peut être confronté assez souvent, au final, à la mort. Ouais, complètement. Ou à des choses pas très drôles, Ou quoi. à des situations compliquées, à du stress, parce que c'est une profession stressante. On a beaucoup de responsabilités, pas mal de charges mentales. Donc, de la responsabilité, ouais. Ouais. Donc, de l'organisation et du goût pour ce qu'on fait, globalement. Et du coup, pour ce qu'on fait. Et surtout, le fait d'avoir cette conscience de tout n'est pas rose, il y a forcément des choses à lesquelles on va être confronté et être prêt à ça, quoi. Ouais, c'est ça. Très bien. Après ça, on s'y fait aussi avec l'expérience, Oui. parce que on arrive en deuxième année, on n'est pas tant qu'on l'a pas vécu, on gère pas forcément les situations, mais on l'apprend aussi sur le terrain. C'est pas. Ouais, et en plus, je pense que à force que ça se répète d'une certaine manière, de le revoir, on se dit bon, j'ai déjà vécu, ça touche peut-être moins, même si forcément c'est quand même compliqué. Ouais. Bah, on met plus de la distance et on prend de la hauteur par rapport à ça, quoi. Faire la part des choses, quoi. Ouais. Tout en gardant de la sensibilité pour garder l'humain. Mais ça. Ouais, parce que ça, il faut arriver à se détacher, mais en même temps se dire, il faut quand même être sensible, parce que si on est trop détaché, après, les patients, ils vont nous prendre C'est pour, clair. C'est ça. Pour des robots. pour des robots, donc c'est pas le but. C'est arriver à trouver le juste milieu, quoi. Ouais. Top. Finissons du coup avec les mythiques anecdotes, du coup, parce qu'on va en avoir 2. Si vous avez une anecdote à raconter chacune, c'est à vous. Bah, moi, j'en ai une, mais c'est pas un truc non plus de malade. Mais je m'y attendais pas. J'étais en stage en suite de couche. Du coup, la suite de couche, c'est après avoir accouché, on reste quelques jours à l'hôpital. En maternité. Et j'étais dans un hôpital où les femmes, à Saint-Grégoire, où les femmes en travail restent dans leur chambre de suite de couche. Et après, on les transfère au bloc pour accoucher. Et c'était une patiente qui était pas du tout prévue pour accoucher dans la journée. Et au final, elle nous appelle. Et moi, j'étais pas du tout prête à ça. Et la sage-femme m'examine. Et là, elle fait la dilatation complète. Faut vraiment qu'on y aille. Du coup, paniquée, on prend le lit, on emmène la dame. Mais vraiment, elle hurlait parce que pas de péridurale. Il n'y avait pas le temps d'avoir la péridurale. Le papa qui suivait, tout paniqué, qui nous suivait en courant. On arrive. Et du coup, ma sage-femme a fait l'accouchement parce que du coup, c'était notre patiente. Et il n'y a pas eu le temps de faire les transmissions à l'autre équipe. Et c'était un super bel accouchement parce que sans péri, on peut être dans toutes les positions qu'on veut pour accoucher. Et la dame, elle était à 4 pattes et c'était hyper intense parce que sans péri, c'était... Et du coup, la sage-femme m'a fait faire l'accouchement avec elle et je m'y attendais pas. Le matin, je m'étais réveillée en me disant, on va faire de la surveillance, tout ça. Et au final, je me suis retrouvée dans cette situation super belle. Et la petite est née vraiment en 3-4 minutes. Donc, c'était un super beau moment, hyper émouvant. Donc, c'est des montées d'adrénaline. Ouais. Moi, j'ai tout le temps ma petite larme. Ça a dû monter en 2-2, quoi. Genre, tu te lèves le matin, tu te dis, c'est bon, je vais être tranquille aujourd'hui, pas de soucis. Et là, allez, maintenant on accouche, c'est tout de suite. Pas le temps de... Moi, je suis quand même assez sensible, donc souvent j'ai ma petite larme. Là, j'avais mes lunettes, mon masque, la buée un peu sur les lunettes. Mais c'est trop beau, franchement, c'est des trop beaux moments qu'on garde en tête. Bah oui, du coup, moi, je pense que ma pépite, c'est pas une pépite dans le sens où c'est un événement incroyable, mais pour moi, en tout cas, c'est ma pépite, et parce que c'est l'aboutissement aussi de mes études, c'est le premier accouchement que j'ai fait toute seule. Bah oui, parce que en plus ça vient vite dans notre formation. Là, je vois dès la fin de 3e voire 4e année, on commence à gérer des patients toute seule. Et moi, je pense que je me souviendrai toujours de la première patiente que j'ai accouchée. Je me souviens du prénom du bébé et de l'ambiance que c'était, de leur regard, tout ça. Et c'est très émouvant. Et ouais, c'est vraiment l'aboutissement. Donc ma pépite, moi, je pense que c'est juste ça. C'est juste la première fois que j'ai fait mon premier accouchement seule, quoi. Punaise, quelle belle histoire. Ouais. Celle-là, tu t'en souviendras. Ah bah carrément, j'espère que je vais m'en souvenir pendant longtemps. Mais il y a des patientes aussi où on a un lien particulier, parce que après c'est une rencontre entre deux personnes, entre la patiente et le soignant. Donc mais il y a des patientes, on les prend pas en charge jusqu'au bout, mais moi je sais qu'il y en a, je me souviens de leur nom, si je les recroise dans la rue, je sais que c'est elles, quoi. Donc ça c'est très chouette. Punaise. Très émouvant ces anecdotes. Merci les filles pour ça. Et merci du coup d'être passé sur le podcast. Merci à toi de nous avoir accueillis, de nous avoir offert la parole. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde, quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.